Tout d'abord, merci pour l'accueil, merci à tous les organisateurs et organisatrices, votre présence, c'est un plaisir d'être avec vous ici. Et le but, c'est vraiment qu'on ait un échange, donc je vais essayer de ne pas être trop long dans la séance d'introduction, parce que c'est des questions, comme vous avez chaque jour fait maintenant l'expérience, on apprend beaucoup, c'est la force des riches, je pense, et aussi la force de la 4e internationale, de pouvoir échanger, débattre, et confronter aussi nos idées et quelles tâches nous avons dans une période qui est marquée par la montée des autoritarismes, d'extrême droite, la crise climatique, la multiplication des guerres, et dont nos tâches sont de plus en plus importantes, et particulièrement dans une période aussi où la gauche de rupture a une difficulté à présenter une alternative populaire de masse dans cette période actuelle. Et moi, je vais me focuser, donc me concentrer sur la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, qu'on appelle également Southwestern Asia, donc sud-ouest de l'Asie, qui concentre tout un certain nombre de guerres. Bien sûr, je vais parler du génocide, qui a débuté en 2023, octobre, contre la population palestinienne de Gaza, mais qui est un nettoyage ethnique continu depuis 1948, depuis la création du dit État d'Israël, et qui est à l'origine du mouvement sioniste, mais également une région qui a une multiplication de guerres. Si on regarde ce qui se passe actuellement au Liban, où la guerre continue, au sud de la Syrie, au Yémen, au Soudan, et dans les régions avoisinantes, bien sûr, je n'oublierai pas de parler en Afrique subsaharienne, la République démocratique du Congo, et d'autres donc dans cette région qui concentre donc un certain nombre de guerres, mais aussi des inégalités de richesse parmi les plus importantes dans le monde avec l'Amérique du Sud, en termes de concentration des richesses, en termes de concentration de propriété des terres, avec une concentration de richesses qui prend des allures également, si on regarde les monarchies du Golfe, et j'y reviendrai, où vous avez des formes d'esclavage moderne, qu'on appelle le kafala, contre les populations en particulier d'Afrique subsaharienne et d'Asie du Sud-Est. Et c'est de comprendre pourquoi, en fait, cette région concentre à la fois, comme on a parlé, génocide, des guerres multiples, autoritarisme très fort, inégalité de richesse, et c'est de partir déjà, c'est une analyse matérialiste qu'il faut avoir, qui est loin de dire que cette région, parce qu'il y a une majorité de personnes d'ethnie arabe, de religion musulmane, qui sont donc retardées psychologiquement, ou qui sont nées avec des capacités limitées, et donc ce qui explique la nécessité d'avoir des autoritarismes, que la religion islamique explique ce retard de développement économique et tout, bien sûr, qui est un discours que malheureusement on entend jusqu'à aujourd'hui dans un certain nombre de médias dominants de cette région, et c'est également, je pense que ça c'est une des choses qui est absolument indispensable à faire, c'est de replacer le génocide contre les Palestiniens dans le système capitaliste dans lequel on vit. Et s'il y a une caractéristique de cette région, et ce sera un peu mon introduction, disons, c'est les concentrations des énergies fossiles, qui sont, et le système capitaliste mondial dans lequel on vit, pour comprendre ces guerres multiples, sans oublier également celle qui continue également aujourd'hui, j'ai oublié d'en parler bien sûr, c'est la guerre contre l'Iran, la guerre contre le peuple iranien, menée par les États-Unis et l'État d'Israël, avec des répercussions régionales. Donc ça ça sera un peu mon objectif aujourd'hui, c'est de comprendre d'où viennent ces guerres, ces inégalités de richesse, et de les replacer dans le système capitaliste international, dans les dynamiques impérialistes. Bien sûr, revenir sur la question de la Palestine, et ne pas en faire un cas exceptionnel. Ça veut dire exceptionnel dans le sens, on ne peut pas l'expliquer par rapport à des dynamiques historiques, matérialistes. Non, c'est l'insérer dans ces dynamiques internationales. De même, de voir quelles sont nos tâches
particulièrement dans les centres d'accumulation capitaliste tels qu'en Europe, aux États-Unis, mais également dans certaines régions de la périphérie. Bien sûr, ces tâches peuvent légèrement varier sur l'accent qu'on met selon où on habite, selon où on est placé, mais également par rapport à répondre à des débats qu'on a toutes et tous, par rapport à différents secteurs de la gauche, des débats qu'on peut avoir également avec d'autres secteurs politiques, et soit décoloniaux et autres gauches social-démocrates. Donc, tout d'abord, voilà, s'il y a une particularité replacée, et je reviendrai en conclusion également, c'est de replacer ce qui se passe aussi en Palestine, la lutte absolument nécessaire pour la libération de la Palestine également, dans des luttes qui sont imbriquées au système capitaliste. Et lutter pour la Palestine, comme je le montrerai, c'est aussi des luttes antiracistes et pour la justice climatique, pour un écosocialisme et autres. C'est totalement imbriqué, comme j'essaierai de le montrer. Donc, voilà. Quelle est la particularité? Pourquoi le soutien, si vous voulez, des États-Unis à l'état d'apartheid colonial raciste d'Israël? Particulièrement depuis 1967, c'est le pays, malgré un produit intérieur brut qui est parmi les 15 plus grands dans le monde, qui a reçu le plus d'aides des États-Unis depuis 1967. Des aides qui dépassent les 3 milliards de dollars par année, sans parler des prêts qui lui sont accordés, de l'aide matérielle militaire supplémentaire qui a été faite à l'État d'Israël depuis octobre 2023, qui dépasse les 20 milliards de dollars, sans parler des autres guerres menées par les États-Unis dans la région avec la collaboration d'Israël. De même, pourquoi le soutien apporté par les États-Unis à d'autres États de la région, qui est le deuxième pilier, ce sont les monarchies du Golfe. Pourquoi un tel soutien à ces monarchies du Golfe? Pourquoi un soutien à deux États qui sont en frontière avec l'État d'Israël, qui sont aussi, après Israël, les plus soutenus dans le monde, qui sont l'Égypte, qui reçoit plus de quasiment 1 milliard de dollars par année, la Jordanie, maintenant aussi, qui va recevoir un peu plus qu'1 milliard de dollars par année. Pourquoi un tel soutien? Est-ce qu'il y a une particularité de cette région? Est-ce que c'est un soi-disant lobby, comme on peut entendre, pro-israélien en Europe, aux États-Unis, qui explique cette politique? Alors déjà, il faut être très clair, c'est pas parce qu'il y a un lobby pro-israélien qu'il y a ce soutien vers Israël. Non. Et c'est pas Israël qui contrôle les États-Unis. C'est bien le contraire. C'est bien les États-Unis qui donnent des ordres, parce que c'est une thèse qui s'est de plus en plus développée. Une thèse qui s'est de plus en plus développée, également à gauche, mais qui prend aussi ces thèses qui sont aussi de plus en plus développées parmi l'extrême droite antisémite, comme vous pouvez le voir aux États-Unis. Hein, les Carlson et autres ne sont pas du tout des soutiens de la Palestine, ce sont des ennemis de la cause palestinienne et de toute cause émancipatrice. La raison de ce soutien, de cette présence, particulièrement de l'impérialisme états-unien, depuis 1967 au Moyen-Orient, et auparavant des puissances coloniales de type France et Grande-Bretagne, est particulièrement liée aux énergies fossiles, comme je l'ai dit, tout ce qui est pétrole et gaz. Et comment comprendre ce qui est important aussi, c'est de voir que la concentration des énergies fossiles, cette économie politique internationale, c'est pas simplement le pétrole, entre guillemets. Alors je sais qu'il n'y en a pas beaucoup parmi vous peut-être qui ont des voitures, mais c'est pas simplement de mettre du carburant dans une voiture. L'économie politique internationale est complètement liée à la production de pétrole. Tous les produits dérivés pétroliers constituent la vie dans laquelle on vit. Le plastique, les habits synthétiques, tout ce qui est les entreprises pétrochimiques, c'est-à-dire par exemple tout ce qui est lié à la matériaux de sulfure, qui permet aussi qu'il y a un élément extrêmement important dans les fertilizers, les produits les engrais. Les engrais. Toute notre société, notre économie est liée à la question du pétrole et du gaz, d'accord? Et également les produits dérivés. Donc, c'est pas simplement
de voir voilà, le pétrole et le gaz, mais également tous les produits dérivés des hydrocarbures. Donc c'est la capacité de contrôler la diffusion, la distribution du pétrole. Parce que ce n'est pas simplement le contrôle direct, mais c'est sa distribution. Le pétrole et le gaz est devenu l'énergie la plus importante à la suite de la Deuxième Guerre mondiale, qui a pris la place du charbon. Mais une chose à comprendre, ce n'est pas que le charbon a disparu. Il faut savoir que l'année 2025, vous avez les plus grandes productions en termes absolus de pétrole, gaz et charbon. Donc vous n'avez pas du tout, pour celles qui avaient encore des doutes, une transition verte, etc. Pas du tout. Tout ce qui est énergie solaire vient s'ajouter à la production pétrolière, de gaz et de charbon. Et donc, le contrôle de la distribution du pétrole est devenu absolument primordial dans l'économie internationale à partir de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est au même moment que vous avez les États-Unis qui deviennent la principale puissance internationale dans le monde. Et que tout changement d'économie politique peut avoir des répercussions sur le monde entier. D'accord ? Parce qu'à partir de ce moment-là, à ce moment-là, c'était les grandes firmes internationales, particulièrement ce qu'on appelait les 7 sœurs de compagnies pétrolières, principalement américaines, états-uniennes, qui contrôlaient cela. Et il faut savoir qu'il n'aurait certainement pas eu de ce qu'on appelle en Europe les 30 glorieuses sans un pétrole à bas prix qui était exporté des pays du Moyen-Orient, en particulier des monarchies du Golfe, vers l'Europe. D'accord ? Donc, et juste après, vous avez depuis les 2 dernières décennies, et ça c'est aussi parce que pour contrer certains arguments, le fait qu'une grande partie du pétrole aujourd'hui des monarchies du Golfe est vendue à la Chine. Il faut savoir que les besoins, la consommation énergétique de la Chine a plus que quadruplé depuis 2020. 1/5 du pétrole consommé en Chine vient des monarchies du Golfe et du Moyen-Orient. Encore une fois, ça ne veut pas dire que la consommation en Europe a diminué. Elle s'est ajoutée. La production pétrolière de ces pays s'est augmentée de manière absolue. Et ça ne diminue pas du tout l'importance pour les États-Unis et l'impérialisme états-unien. Donc, le fait que la Chine consomme plus de pétrole issu du Moyen-Orient ne diminue pas du tout l'importance fondamentale de la contrôle de distribution du pétrole. Pourquoi ? Au contraire, c'est encore plus important parce que vous savez que pour les États-Unis, le principal défi ou puissance rivale au niveau de l'économie internationale et de la géopolitique internationale, c'est la Chine, qui est devenue la première puissance manufacturière dans le monde. Alors, les États-Unis restent la principale puissance impérialiste dans le monde à des décennies d'avance en termes armés, mais aussi à un contrôle démesuré au niveau de la finance internationale par rapport à la Chine. Mais la Chine est la principale puissance manufacturière dans le monde et également une puissance impérialiste avec une volonté d'étendre sa puissance au-delà de simplement sa zone régionale et comme on peut le voir de plus en plus avec son influence, particulièrement en Afrique subsaharienne, mais aussi ses envies plus générales avec la route de la soie et autres. Deuxième élément pour comprendre l'importance donc par rapport aux zones d'hydrocarbures, c'est l'accumulation des capitaux issus des hydrocarbures. Et depuis les années 70, 70, ça a particulièrement permis de réaffirmer la puissance américaine dans le monde par les investissements, les accumulations de capitaux faites de la vente du pétrole sur le marché états-unien, dans le stock market, le marché financier, sur les dettes américaines, plus en plus dans ces dernières décennies, investissement dans tout ce qui est entreprise de la tech, et surtout, les monarchies du Golfe sont les plus grands consommateurs militaires, des entreprises militaires états-uniennes. D'accord ? Et donc le fait qu'il y ait encore plus de ventes vers la Chine ne change pas que l'accumulation capitaliste états-unienne
cette accumulation du pétrole dans le marché du Golfe, les capitaux vont sur le marché financier états-unien. Donc tout changement de l'économie politique dans cette région, de changement de pouvoir, est une menace pour les États-Unis. C'est pour ça qu'après la Deuxième Guerre mondiale, quand vous avez eu la montée des nationalistes arabes, des mouvements communistes dans la région, les États-Unis ont soutenu les forces opposées, qui étaient les forces généralement fondamentalistes religieuses, le pouvoir conservateur, et ont fait tout en sorte pour diminuer la force du nationalisme arabe et les mouvements communistes, d'accord, et soutenu ces régimes. À côté de cela, le premier pilier, donc ça c'est comprendre ce soutien, et pour permettre, quels sont les piliers pour maintenir l'hégémonie américaine, donc on a parlé des monarchies du Golfe, jusqu'en 79, l'Iran était un de ces piliers, jusqu'à la révolution iranienne, qui était une révolution populaire, fondamentalement populaire, contre un régime pro-états-unien, autoritaire et autres, mais il y a eu une contre-révolution qui a été menée par le mouvement khoméniste, intégriste, qui a instauré un nouveau mouvement autoritaire, aussi pro-capitaliste et autres, mais qui ne s'inscrit pas dans ce cadre d'hégémonie états-unienne. Quel est le premier pilier pour assurer cette hégémonie états-unienne dans la région? C'est Israël. Israël qui, auparavant, ce mouvement sioniste, qui pour réaliser son projet colonial de peuplement, avait besoin d'un soutien extérieur, depuis le début. Et jusqu'à aujourd'hui, l'existence de l'État d'Israël est grâce au soutien, principalement états-unien, mais également des puissances occidentales. La possibilité de survie de l'État d'Israël est très compliquée, ou quasi impossible, sans ce soutien. Et aussi l'alliance avec, ou la normalisation, comme j'y viendrai, avec les puissances régionales, arabes et autres. Et le mouvement sioniste, ce qu'il faut voir depuis ses débuts, aussi quelque chose par rapport au débat qu'on a, aujourd'hui, beaucoup se focalisent, particulièrement en Europe, mais également autre part, sur la nature du gouvernement israélien actuel. Un gouvernement d'extrême droite, fondamentaliste, suprémaciste et autres. Et bien sûr, ce gouvernement est problématique, mais ce qui est fondamentalement le problème, c'est la nature de l'État d'Israël comme un État colonial, d'apartheid. Ce qui est fondamentalement un problème, c'est la nature... Pardon? Soda. L'État colonial... Ok. Bon, désolé. Ce qui est fondamentalement un problème, c'est pas simplement c'est pas fondamentalement la nature d'extrême droite du gouvernement israélien de Netanyahou, mais c'est la nature de l'État d'Israël comme colonial, apartheid, raciste, parce qu'il faut savoir que ceux qui sont à l'origine de la fondation de l'État d'Israël au sein du mouvement sioniste, c'est la gauche sioniste. C'est eux qui ont fait la Nakba, ce qu'on appelle le déplacement forcé de plus de 800 000 Palestiniens en 1948. C'est eux qui ont créé les fondements de cet État d'Israël. Et au début, l'État d'Israël a pu être formé grâce au soutien britannique durant le mandat sur la Palestine, lui donner les fondements des institutions futures étatiques israéliennes, la capacité de pouvoir avoir la puissance nucléaire a été faite par la France, qui lui a octroyé cette aide, et entre 1948 et 1967, Israël a servi aussi des impérialistes français et britanniques, notamment lors de la guerre de Suez, contre le régime de Nasser. Et par la suite, c'est surtout en 1967, lorsqu'il a cassé, on peut dire, le mouvement des nationalistes arabes, qui était, après il y a des critiques à avoir sur ces mouvements, mais s'opposait à l'hégémonie américaine, voulait une forme de développement national et autres, a cassé ces mouvements. Et depuis lors, c'est devenu un pilier de cette hégémonie d'Israël comme fer de lance pour maintenir cette hégémonie états-unienne, lançant des guerres contre tout acteur qui s'oppose à l'hégémonie états-unienne. Donc c'est le nationalisme arabe, le mouvement national palestinien, et plus récemment, alors là dans un côté réactionnaire en s'opposant à l'impérialisme américain, mais la République islamique d'Iran et ses alliés. Mais comme on dit, c'était plusieurs officiels états-uniens présentaient Israël comme une base militaire fantastique pour maintenir cette hégémonie états-unienne. Donc c'est les deux piliers, si vous voulez, de cette hégémonie
états-unienne, c'est véritablement d'abord Israël, comme on peut le voir aujourd'hui, c'est lui qui donne les ordres. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le génocide contre les Palestiniens, Israël est bien sûr celui qui le fait, mais serait impossible de le faire sans le soutien états-unien, sans le soutien matériel états-unien, militaire et autres. Et le deuxième pilier, c'est les monarchies du Golfe et les autres États arabes. Et donc, face à la montée de la puissance de la Chine et le fait qu'on est rentré dans un monde à partir des années 90, 90, plutôt où il y a une domination états-unienne quasi totale jusqu'au début des années 2000, et une volonté de pousser la normalisation entre Israël et les États arabes. Et ça, là, vous avez les accords d'Oslo, vous avez les accords de paix avec la Jordanie, et pousser aussi une normalisation, qu'elle soit politique et économique, pour maintenir l'hégémonie américaine, ce qui s'est poursuivi avec les accords d'Abraham, pour faire face à la montée de la puissance rivale chinoise, et voilà, dominer. Et de même que vous avez les accords de normalisation entre Israël et les États arabes, vont dans le sens de maintenir l'hégémonie états-unienne dans la région. Et ce qui, en plus de cela, deux autres accords qui sont importants, qui ne sont pas souvent cités, c'est l'accord de volonté de cette continuation de marché commercial mondial et le développement des infrastructures contre la puissance chinoise. C'est ce projet de l'Inde aux Émirats, en passant par l'Arabie Saoudite, la Jordanie et Israël, comme passage pour consolider cette hégémonie américaine face à la route de la soie chinoise, de même que les accords de gaz au sein de la Méditerranée entre Grèce, Chypre et Israël, face, encore une fois, aux intérêts chinois et pour consolider la normalisation de l'État d'Israël. Donc ça, c'est de comprendre que les accords de gaz entre la Grèce, Chypre et Israël, c'est aussi pour consolider l'influence états-unienne face aux montées des intérêts chinois et par rapport à la route de la soie. Et donc là, on voit que les États-Unis ont besoin, voilà, de ces alliés dans la région. Après, on peut revenir également qu'il y a des différences entre ces deux piliers. Par exemple, aujourd'hui, l'Arabie Saoudite et la Turquie essayent de mener un front face à une... Ils ne sont pas contre l'hégémonie états-unienne dans cette région, mais ils sont contre une hégémonie états-unienne basée principalement sur la puissance israélienne, alliée avec les Émirats arabes unis. Donc il y a des petites contradictions, mais on peut rentrer plus par la suite sur ces détails. Je voudrais parler un peu aussi, un peu plus sur la Palestine. Donc souvent il y a des comparaisons entre la Palestine et pour des raisons historiques qui font du sens, avec l'Algérie, avec l'Afrique du Sud d'apartheid, et qui sont totalement compréhensibles au niveau historique, et pour dire, bon, voilà, toute colonisation a été défaite. Non, pas vraiment en fait, malheureusement. C'est le cas en Algérie, c'est le cas en Afrique du Sud. Il y a des comparaisons qu'on peut faire, dans le sens que l'apartheid d'Afrique du Sud, pour maintenir cette domination raciale, cette discrimination, a besoin d'un soutien étranger. Mais là, de nouveau, l'importance du Moyen-Orient par rapport à l'économie politique internationale était beaucoup plus importante. Mais la différence principale, c'est qu'Israël doit être comparé plus avec les États-Unis, avec le Canada, avec l'Australie, comme colonie de peuplement visant l'extermination des populations indigènes. Elle n'est pas dépendante fondamentalement de la main-d'œuvre palestinienne. Et donc, son projet, historiquement, qui a été contenu, que ce soit de la gouvernement de gauche ou de droite, c'est d'arriver à un nettoyage ethnique continu des Palestiniens et Palestiniennes, ou d'avoir des modèles un peu comme en Amérique du Nord ou en Australie, où vous avez des petites réserves palestiniennes, ce qu'on peut voir actuellement, la volonté de ce projet en Cisjordanie. Et donc, une des difficultés pour les classes populaires et travailleuses palestiniennes, c'est comment faire face à ce stade d'apartheid. Et c'est là où la solution régionale, l'alliance des classes populaires palestiniennes et des classes populaires du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord est fondamentale. Sans un changement des rapports de force au niveau régional, il ne sera pas possible de défaire l'État d'Israël et de pousser une majorité des classes populaires israéliennes qui sont fondamentalement insérées au projet d'apartheid, qui ont un bénéfice matériel de l'État d'Israël et qui sont
en termes d'hégémonie, complètement happés par le projet sioniste, pour les pousser à quitter ce projet. Ça ne sera pas par les débats démocratiques et autres. Ça passe par une alliance des classes populaires régionales face au projet d'apartheid israélien, et aussi parce que les États arabes, dans leur grande majorité, insérés à l'hégémonie américaine, à l'impérialisme états-unien, ont un intérêt à la continuation de l'État d'Israël et de ce climat, et voient d'un mauvais œil si vous voulez, la question palestinienne. Parce que la question palestinienne a toujours ravivé les questions d'opposition des classes populaires régionales à leurs propres États. Parce que quand ils manifestent et ils mobilisent pour la question palestinienne, ils se mobilisent également contre leur propre autoritarisme, contre leur propre dictature, comme on a pu le voir. Et d'ailleurs, c'est à la suite des processus révolutionnaires du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord, en 2011, où on a vu des premières manifestations de l'Égypte, du Liban, de la Syrie, de la Jordanie, aller vers les territoires palestiniens occupés, pour rappeler la question palestinienne. Et d'ailleurs, c'était à ce moment-là qu'un ministre des Affaires étrangères israélien avait dit « La plus grande menace pour l'État d'Israël, c'est une Égypte démocratique. » Car cela remettrait au centre la question palestinienne. D'ailleurs, c'était à la suite de la chute du dictateur Moubarak en 2011, la première manifestation devant une ambassade israélienne, c'était à ce moment-là, en juin, je crois, au juillet 2011. Donc la question de la régionale est absolument fondamentale. Je vous donne quelques éléments de compréhension par rapport pour ensuite rentrer plus dans les détails de la discussion. Mais qu'est-ce que ça veut dire par rapport à nos tâches aujourd'hui, dans les centres d'accumulation capitaliste et autres, par rapport à ces dynamiques internationales, réinstaurer ou réinsérer la question palestinienne plus largement dans le système capitaliste international, dans le système impérialiste, et que se mobiliser, lutter pour la question palestinienne est bien sûr un devoir internationaliste, mais remet en question le système capitaliste dans lequel on vit, et aussi remet en question un système capitaliste principalement basé sur les énergies fossiles, sur la question du pétrole et du gaz, et c'est pour ça que ça en fait profondément une question climatique aussi, de justice climatique, et de remettre cela en cause. Bien sûr, pour ceux et celles qui sont basés dans les États européens, aux États-Unis, au Canada, en Australie et d'autres centres d'accumulation capitaliste, notre première tâche, c'est bien sûr de s'opposer à nos propres impérialismes. Comme disait cette fameuse phrase, ce fameux texte de Karl Liebknecht, s'opposer à nos propres impérialismes, c'est-à-dire dénoncer les sanctions internationales qui oppriment les classes populaires, pas toute forme de sanctions. Parce que c'est pas vrai de dire la gauche est tout le temps contre les sanctions. Excusez-moi, mais une de nos principales mesures à faire dans la question palestinienne, c'est le boycott des investissements, sanctions. Ça dépend de la nature du régime qu'on a en face, et on n'est pas du tout contre des sanctions, contre des États de type l'État d'Israël, et des sanctions ciblées qui par exemple, sur des questions de suspendre la vente d'armes à des régimes du type Sisi en Égypte, où il y a plus de 60 000 prisonniers politiques, qui jouent un rôle dans le blocus de Gaza. Le blocus de Gaza aurait été impossible sans la participation égyptienne, de même de prendre des sanctions pour empêcher la vente d'armes aux monarchies du Golfe. Donc, mais en même temps, on est contre des sanctions qui oppriment les populations, comme c'est le cas en Iran, qui affaiblit les populations dans ce cas, comme moi j'étais opposé à ceux en Syrie qui affectent les populations. C'est de s'opposer, en gros, s'opposer aux sanctions qui ont des effets négatifs sur les populations, les classes populaires de type en Iran ou auparavant en Syrie sous le régime Assad. C'est bien sûr de s'opposer aux guerres impérialistes qui sont menées. Donc on le dit clairement, on est opposé à la guerre américano-israélienne contre l'Iran, et on est même en faveur de la défaite des États-Unis. On est en faveur de cette défaite, de même qu'on va défendre le droit à la résistance à des organisations avec lesquelles on n'a pas grand-chose à voir, de type Hamas en Palestine ou toute autre organisation armée palestinienne, ou au Liban avec le Hezbollah. On est avec le droit à la résistance armée de tous les peuples opprimés face à des guerres impérialistes, face à des régimes autoritaires.
quand j'ai dit ça, ce qui est important, c'est comme ceux qui disent, et c'est là où on a une différence dans une perspective internationale, ceux et celles qui disent l'ennemi principal est à la maison, ou l'ennemi principal, c'est nos classes dirigeantes, en citant Karl Lieberman. Mais c'est comme ceux et celles, vous savez, qui lisent Karl Marx sur la religion et l'opium du peuple, pour dire, justifier des positions islamophobes ou des positions... Mais j'ai dit, il faut lire tout le texte, il faut aller jusqu'à la fin. Karl Lieberknecht, il dit aussi, on va s'opposer à nos classes dirigeantes en collaboration avec les classes ouvrières et populaires des autres pays. Donc, quand vous êtes contre la guerre américano-israélienne contre l'Iran, vous souhaitez sa défaite, n'allez pas commencer à transformer un démon en ange. Ça veut dire de donner une couleur progressiste à la République islamique d'Iran, etc. Et c'est là où il faut dire, oui, notre principal ennemi est à la maison, mais on doit aussi chercher des alliances avec nos camarades en Iran qui ont des positions également internationalistes. Bien sûr qu'on ne va pas s'allier avec n'importe qui, mais nos alliés, on sait que toute défaite de la République islamique d'Iran, et oui, on veut un changement de régime, mais pas par des bombes américaines, ni par des bombes israéliennes. Mais on veut un changement de régime par la force des classes populaires iraniennes. Et parce qu'on s'oppose à cette guerre qui affaiblit la lutte des camarades et des classes populaires et travailleuses en Iran. Parce que cette guerre, elle l'affaiblit, elle renforce la République islamique d'Iran. De même, on ne va pas aller manifester avec des portraits de Khamenei ou de Poutine et autres en disant qu'ils pourraient nous donner un aspect progressiste. Donc c'est de dire très clairement, oui, l'ennemi principal est à la maison, mais on s'allie avec les classes populaires, avec nos camarades qui luttent aussi contre ces régimes. De même, Hezbollah et Hamas, on n'a pas besoin de défendre le droit à la résistance et de leur donner un côté progressiste qu'ils n'ont pas. Et qui, à l'intérieur de leur propre société, alors le cas palestinien est un peu différent sur la question de l'occupation, mais Hezbollah qui participe avec l'Iran à des projets régionaux qui oppriment leur population et d'autres populations. L'Iran étant un rôle extrêmement négatif, que ce soit en Irak, en soutenant le régime Assad, auparavant, en Syrie, etc., et dans d'autres pays. De même, je pense que j'en ai pas assez parlé, qu'est-ce que je dois dire ? La République islamique d'Iran n'a pas un projet progressiste, et loin de là, c'est un État autoritaire, qui est aussi un suprémacisme nationaliste par rapport aux minorités nationales, bien sûr patriarcal de manière aiguë, et autres. Donc c'est pas le... Voilà. De même, je pense qu'il y a une autre question par rapport au Moyen-Orient qui est intéressante, c'est la question nationale kurde. De même qu'on soutient l'autodétermination des Palestiniens, Palestiniennes, de tout peuple opprimé, la question kurde est très intéressante au sein du Moyen-Orient parce qu'il ouvre la perspective de modifier les rapports de force internes, mais également des États-nations basés sur des formes de nationalisme étriqué ou de nationalisme / religion étriquée. En Turquie, la question kurde permet de replacer, de reposer la question quel État on veut, de même qu'en Syrie, en Irak également. Loin des projets ethniques nationalistes que sont en Iran également et autres. Mais on peut revenir sur la discussion, mais c'est extrêmement important de continuer à soutenir la question nationale kurde dans tous les pays où elle se présente et les perspectives d'avenir que ça ouvre pour les régions, du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. De même, je pense qu'à travers aussi un débat parfois à gauche sur encourager une forme de multipolarisme qui est poussé par une partie de la gauche en disant c'est mieux un monde unipolaire dominé par les États-Unis, etc. Donc on est bien sûr opposé à un monde unipolaire dominé par l'impérialisme états-unien, mais de nouveau se dire, c'est donner des illusions sur la nature des États de type Russie, Chine, qui appellent à une forme de multipolarisme, mais sur des bases réactionnaires. Ça veut dire, si vous demandez la démocratie, vous importez un modèle qui serait soi-disant simplement occidental. C'est les discours des officiels chinois, russes, ou quand vous allez parler du féminisme, etc., c'est un modèle importé de l'Occident.
Et ça, c'est une forme de multipolarisme que vous trouvez chez la majorité des extrêmes droites en Inde, en Russie, en Chine, etc., pour soutenir leur propre classe dirigeante. Donc nous, ce n'est pas de choisir entre une forme d'unipolarisme états-unien ou un multipolarisme où différentes puissances impérialistes se partagent le monde. Ce n'est pas là où on va profiter en tant que classe populaire. Et donc, ce n'est pas de nourrir des illusions politiques sur le fait que la Chine et la Russie peuvent être des alliés des classes populaires et ouvrières régionales. Cela ne veut pas dire que sur des bases tactiques, on va refuser que, par exemple, les Palestiniens ou les Libanais se procurent des armes ou qui peuvent, de même manière que on n'est pas contre que l'Ukraine reçoive des armes pour défendre l'autodétermination du peuple ukrainien et pour défendre leur face à une invasion impérialiste russe. Et je pense que c'est important de mettre ça sur cette note également. Finalement, comment on fait ça de manière dans la pratique? Et je pense que ça, c'est aussi une des choses ou des éléments fondamentaux dans la perspective de la 4e internationale, c'est la question du front uni. Le front uni est pour moi absolument fondamental dans la période actuelle, de comprendre qu'on doit mener des luttes de masse avec des organisations avec lesquelles on va potentiellement avoir des désaccords, mais qu'on peut mener sur des points essentiels. Par exemple, quand vous allez mener des campagnes BDS dans les milieux pro-palestiniens et plus largement, vous allez avoir des désaccords sur certains points, sur la vision du monde et autres. Mais c'est en faisant des luttes ensemble, en débattant ensemble, qu'on peut avoir pour gagner des gens à notre perspective internationaliste. Parce qu'aujourd'hui, il faut être clair, pour une partie en Europe, pour une partie de la jeunesse, je parle, particulièrement issue, j'ai envie de dire, souvent de la migration ou de background musulman ou arabe, etc., d'Afrique subsaharienne et autres, vous avez depuis 2 ans le génocide qui se passe en Palestine, une comparaison avec la différence de traitement médiatique que vous avez entre la résistance ukrainienne, qui a tout mon respect et toute ma solidarité, mais qui est célébrée à travers les médias européens, et par rapport à une diabolisation des Palestiniens, Palestiniennes, des Arabes, des Iraniens, des Iraniennes, et avec une montée de l'islamophobie et du racisme qui pose un certain nombre de questions et qui peut dire que toute force qui s'oppose à Israël et l'Occident, comme il est présenté, est potentiellement possible. Et avec ces gens, il faut parler, il faut travailler, il faut lutter ensemble pour les gagner à nos positions internationalistes. Je pense qu'il y a des différences avec une partie de la jeunesse qui s'est politisée sur la question palestinienne, et avec des gens qui sont idéologiquement, entre guillemets, staliniens, campistes. Vous n'avez pas besoin de débattre pendant des années, parce que, bon, de toute façon, ce sera très compliqué de les gagner, mais avec une partie de la jeunesse qui peut être gagnée par des thèses, j'ai envie de dire, campistes. Mais ça, il faut absolument militer ensemble, dialoguer ensemble, débattre ensemble, pour les gagner à une politique qui est véritablement internationaliste. Et là, je vais conclure, c'est parce que les faire comprendre que, et ça c'est ce que disait Che Guevara, que du moment qu'on tremble d'injustice, du moment qu'on a une indignation sur chaque injustice, on est notre camarade, on est camarade. Et je pense que c'est sur cette base qu'on doit travailler. On doit travailler sur cette base du front uni, de comprendre que oui, on est dans un monde compliqué, où des gens peuvent être attirés par un certain nombre d'idées sur lesquelles on ne sera pas forcément d'accord, mais que si on milite ensemble, qu'on dialogue ensemble, on peut les gagner. Et c'est par la pratique qu'on gagne aussi les gens, en militant ensemble, en montrant qu'on est les plus anti-impérialistes. On est les plus anti-impérialistes contre les États-Unis, mais aussi contre d'autres formes d'impérialisme, de même qu'on est les plus grands défenseurs, pas simplement des questions, entre guillemets, économiques, de lutte des salariés, questions syndicales et autres, mais aussi des champions des droits démocratiques, des champions des droits d'autodétermination. Et en menant ensemble ces luttes, on pourra les gagner. Mais la question du front uni est absolument essentielle aujourd'hui. On ne peut pas laisser la place à des formes de sectarisme qui, selon moi, dans le cadre actuel, sont, c'est pas mortel, très problématiques, on va dire. Donc je vais m'arrêter là-dessus, de comprendre que en luttant à la fois contre les différentes formes d'exploitation et d'oppression,
on comprend comment ces éléments sont imbriqués ensemble et pas séparés de manière superficielle, et en établissant une stratégie révolutionnaire de gauche, de rupture, dans une perspective de front uni, on peut essayer de gagner et de présenter une véritable alternative pour la grande majorité de la classe ouvrière et des classes populaires. Merci.